Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast dédié au sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. Parce que derrière chaque enfant qui dort, ou pas, il y a des parents qui tâtonnent et essayent et se remettent en question. On aborde aussi chaque mois des difficultés spécifiques que vous pourrez rencontrer un jour et je vous apporte plein d'infos pour mieux comprendre ce qui gêne le dodo de votre enfant. Et enfin, j'interviewe des professionnels de la petite enfance qui nous ouvrent de nouvelles pistes de réflexion sur tout ce qui peut impacter et améliorer le sommeil. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu, je suis consultante en sommeil des enfants et spécialiste du bien-être maternel. La mission de ce podcast, vous redonner confiance en tant que parent et vous rappeler que vous faites de votre mieux un dodo à la fois. Partagez les épisodes qui vous aident aux parents que vous connaissez et on se retrouve ensuite sur le compte Instagram megane.m. Bonne écoute! Dans cet épisode, je discute avec Camille. Bonjour Camille. Et bonjour Mégane. Je suis très contente de t'accueillir pour plein de raisons différentes. Déjà parce qu'on se connaît depuis longtemps, toi et moi. Ça fait 10 ans qu'on se connaît cette année. Oui. Oh là là. Et parce que tu as de grands enfants. Donc Margot qui a 10 ans et Arthur qui a 15 ans cette année. Et c'est super d'avoir des témoignages de mamans qui ont du recul. Et enfin parce que tu es entrepreneur et que à l'époque de la petite enfance de Margot, tu venais d'ouvrir un restaurant. Donc tu vas avoir plein de choses à nous raconter en termes de galères et de logistique. Mais avant tout, la première question que je pose à tous mes invités, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu penses au sommeil de tes enfants ? De l'angoisse. Ça m'a renvoyé ce matin en réfléchissant aux réponses que j'allais t'apporter. Et ça m'a replongé dans mes souvenirs et dans l'angoisse du moment de savoir est-ce qu'il va bien dormir cette nuit, est-ce qu'il va dormir cette nuit, comment ça va aller, comment va être la journée d'après, puisqu'un enfant qui ne dort pas est un enfant, voilà, pas toujours facile. Pas facile à gérer le lendemain. Voilà. Donc ouais, ça m'a remis des petites bouffées d'angoisse. Et pourtant avec le recul, ça fait respectivement 8 et 14 ans qui font leur nuit, des vraies nuits de grands, mais je pense que ça reste quand même ancré. Tu le ressens physiquement ou c'est plus ouais. Vraiment, quand j'y ai pensé ce matin, ça m'a fait une petite boule de la même appréhension que quand je mettais mon bébé au lit et en me disant combien de fois je vais être réveillée. Comment t'imaginais gérer le sommeil quand Arthur il est né ? Tu partais avec quoi comme background de connaissances et d'a priori sur le sommeil ? Alors je partais avec j'avais 23 ans, donc très jeune maman. Un peu particulier parce qu'à cette époque-là, quand Arthur est né, son papa ne travaillait pas là où j'habitais. Donc il était absent du lundi matin très tôt au vendredi soir très tard. D'accord. Donc j'ai été une maman solo malgré moi pendant les 6 premiers mois. Et ça a été... Donc je suis partie avec plein de bonnes intentions. J'avais très envie d'allaiter mon bébé, ce que j'ai fait. J'avais très envie d'appliquer bien tous les conseils. Et puis après, la réalité, c'est qu'on est solo avec un bébé qui pleure, qui dort pas des masses comme tout nouveau-né. Donc oui, je partais avec toutes mes connaissances de ce que j'avais pu lire à l'époque. J'ai l'impression d'être très vieille en disant ça, mais mine de rien, à 15 ans, c'était pas pareil. Il y avait pas grand-chose. Alors pour l'allaitement, on recommençait, je trouve, à être dans la vague un peu pro-allaitement, mais sans forcément nous donner toutes les clés. Et très peu d'accompagnement. Et puis on était quand même vachement seuls en tant que maman. On l'est encore, oui, peut-être un peu moins, mais disons que je trouve qu'avec tout ce qui est réseaux sociaux, tu peux trouver plein de petites choses où, voilà, moi à l'époque, je te parle de ça, on avait les blogs sur Au Féminin. Okay. Et on était des petits groupes de mamans à papoter et à échanger un peu, mais c'était pas encore foufou, quoi. Donc ouais, j'avais un bagage. Après, il faut l'appliquer et puis faire avec. C'était quoi le discours médical que t'entendais, toi, à l'époque ? Tu te souviens ? C'était c'est bien d'allaiter, mais si ça marche pas, no stress, il y a le bib. Et moi, je tenais énormément à mon allaitement. Et puis c'était il pleure, on le laisse pleurer, la fameuse méthode, je sais plus trop quoi, 5, 10, 15, un truc comme ça là. Et voilà, c'était un peu ça, en gros.
fais comme tu peux, mais après, te prends pas trop la tête, quoi. Voilà, s'il doit pleurer, il pleure, ça lui fait les poumons. Enfin, j'exagère, parce que ça, c'était un peu peut-être du temps de nos mères et de nos grands-mères, mais et puis l'allaitement, bah, tu lui fileras un bib et puis ça ira pareil. Du coup, comment ça s'est passé, le dodo, pendant les premiers mois? Curieusement, il a très bien dormi très vite. Alors le 1er mois et c'est rigolo parce que c'est pareil ce matin en réfléchissant, je me suis dit: «Purée, je me rappelle d'aucune tétée nocturne d'Arthur». Alors que, bien évidemment, il a tété la nuit. Mais c'était, il se réveillait une fois, quoi. Un genre de 22h, 3h, 6-7h, quoi. Donc OK. c'était, franchement pas déconnant. Mmh. Ce sur quoi, on était très peu formés par contre, c'est, moi j'ai entendu autour de moi tout le temps le fameux, «Ah bah tu verras, moi de toute façon au bout de 3 semaines j'avais plus de lait. Ah bah tu verras, moi de toute façon à 6 semaines j'avais plus de lait». J'ai mis un certain temps à capter qu'en fait, c'est les fameux pics de croissance dont on te parle très peu et si j'ai peu de souvenirs de cette époque-là, j'ai un souvenir qui est in incrusté, je dirais même, en moi. Un jour où du coup le papa d'Arthur rentre, tard, ce fameux vendredi soir, vers 20h et il me trouve à 4 pattes, dans mon couloir, en train d'engueuler mon chien, avec Arthur qui pleurait et je lui ai dit: «Va m'acheter du lait! Va m'acheter du lait! J'ai plus de lait!» Alors que je savais que c'était ce fameux pic de croissance. Il avait tété, 752 fois dans la journée. Sachant que moi, je n'ai qu'un sein qui fonctionne pour allaiter, donc mon sein, en l'occurrence, était vide. Et j'avais besoin de cette espèce de sécurité de me dire: «OK, il y a le lait», tout en ne voulant absolument pas lui donner. D'accord. Donc Grosse ambivalence, ouais, c'est comme beaucoup d'ambivalence maternelle d'ailleurs. voilà, là, je pense que la maternité est une ambivalence à elle toute seule. Donc il va m'acheter ce lait que je n'ai jamais ouvert. J'ai spoilé la fin de l'histoire. Et ce moment-là, cette espèce de détresse de me dire, bah ça y est, je suffis plus à mon bébé. En plus, il va pas dormir cette nuit. Je vais me réveiller 50 fois. Déjà pré-paniquée de la nuit qui allait suivre et de pas subvenir à ses besoins et de devoir arrêter mon allaitement et en plus de faire des nuits pourries parce que t'as le moment où tu te dis ah putain il a super bien dormi cette nuit, il s'est réveillé qu'une fois et bien sûr on apprend vite que c'est pas une science exacte et qu'il peut se réveiller une fois une nuit et puis Donc toi, tu le voyais lors des pics de croissance, où du coup, il se réveillait plus la nuit pour téter et stimuler la lactation. Exactement. Et c'est ça qui te faisait paniquer à l'idée de faire des nuits pourries et qu'en fait ton allaitement échoue et que tu te mettes à et c'est ça. Les plus deux. dormir. Et puis c'est vrai que le fait d'être seule, c'était aussi un peu stressant. Et puis en fait, bah, il a eu 3 semaines, il a eu 6 semaines, il a eu 3 mois et la lactation était hyper bien. J'ai eu un allaitement hyper facile et du coup, bah, il a super bien dormi vite en fait. À 2 mois, il me faisait un 22h, 7h quoi. Donc Et la journée, ça se passait comment pour les siestes? c'était un gros dormeur Arthur. OK. Il dormait hyper bien, il faisait des grosses siestes, presque trop. Et moment d'éveil, puis et il a dormi hyper bien jusqu'à la naissance de sa sœur. Et à la naissance de sa sœur, il me faisait des nuits de nourrisson, en plein pic de croissance justement. OK. Genre, 6 fois par nuit, il se réveillait. OK. Mais sinon, il dormait, comme un loir. Et l'endormissement se passait comment? Bisous mon bébé, bonne nuit. Voilà, Ah ouais, d'accord. posé dans le lit, rien. OK. 0 mais à l'époque, on parlait pas vraiment des rituels, hein. Ah Moi, ouais. c'était un petit câlin, enfin comme mes parents faisaient, hein, bisous, bonne nuit, dormir, à demain. Tu fermes la porte et ciao, Facile. si j'avais su. Donc là, Margot arrive, donc 5 ans d'écart, 5 donc ans après. il avait 5 ans à la naissance de Margot. Ouais, très impatient de rencontrer sa sœur, bien évidemment. Comme nous tous et puis Belinette, donc Margot, c'était pas le même, c'était pas le même bébé, hein. Voilà, c'est moi, du coup, je suis partie en mode hyper chill en me disant, Trop facile. bah, ouais, j'ai vite bien dormi, Arthur a fait ses nuits, rapidement, donc go faire pareil. T'avais des exemples, je reviendrai sur Margot, mais t'avais des exemples autour de toi de parents qui galéraient? Oui. Ouais. Du coup, moi, je me sentais un peu la queen. Ouais. Genre, ah bon? Ah non, moi, mon bébé, pas de sucette, allaitement nickel, super dodo, je suis là. Enfin Et non, bim. j'avais pas le voilà, Oui, ouais, t'étais pas le karma m'a en rattrapée. Non, j'étais pas du tout, j'ai toujours compris parce que j'ai vu plein de mes copines galérer avec leur bébé, dire: «Putain, ça y est, c'est l'heure du coucher, j'en ai pour 1 heure et demie pour l'endormir». J'étais: «Ah bon, tu fais quoi toi?» Je sais pas, je le pose et il dort. En justice. Voilà.
Et alors par contre, j'étais très, je respecte son sommeil, c'est-à-dire, la sieste, c'était, semi-entrouvert pour qu'il comprenne que ce soit, l'heure du dodo, mais pas vraiment la nuit, 0 bruit. J'allais faire pipi en sautant sur, les 3 lattes de mon parquet qui craquaient pas, et par contre, j'étais paniquée dès qu'on décalait le fameux coucher d'une demi-heure, peur que ça Ouais. rate toute la nuit. Et Margot, ouais, pas pareil. C'était, un bébé qui demandait beaucoup plus à téter déjà et qui se réveillait plus. Après pas non plus, dingue, mais elle me faisait plutôt le, 10h, 1h, 4h, 7h quoi. Donc à l'époque, son papa, se levait, m'amenait Margot. Elle tétait et il la changeait, il la recouchait pour que je puisse, tenter de me rendormir. Moi, je suis de la team, je dors pas avec mes bébés. Je supporte pas ça. Je les aime de tout mon cœur, mais je supporte pas dormir avec mon bébé parce que, bah, tu les entends, grogner, faire des bruits qui te pré-réveillent. Tu supportes pas pour ton sommeil à toi? Ouais, oui, Mmh. mais vraiment quand ils sont nouveau-nés, moi, j'avais besoin qu'ils soient, séparés, de moi pour pouvoir dormir au max jusqu'au moment où ils se réveillent. Et j'ai essayé avec Margot, avec Arthur, les 2 de les garder les 2 premiers jours et en fait, je me dis: «C'est pas possible». Parce que la phase de pré-réveil, pendant une demi-heure, en fait, tu te dis: «Ah, c'est maint non, c'est pas encore. Ah, non, c'est pas encore. Ah, c'est pas encore» et au final, au lieu d'être réveillé une demi-heure, tu es réveillé 1 heure et demie, quoi. Et toi, tu te rendors pas forcément de la même Je me façon rendors malgré très, très mal. allaitement, ouais. Donc C'est là qu'on voit que, les histoires comme ça, c'est important, parce que, oui, forcément le cododo, enfin on a dormi en cododo pendant, des milliers d'années et enfin les tribus ancestrales dorment encore en cododo, il y a plein de cultures, dans lesquelles on dort en cododo et en même temps, il y a des parents pour qui ça convient pas pour plein de raisons différentes, mais en particulier pour des raisons de qualité de sommeil léger et ou, d'hypervigilance maternelle, parfois c'est juste pas possible, en fait. Mais j'ai culpabilisé, hein, parce que moi je voyais tout le monde, ça va un peu avec le pack, tu vois? Allaitement, portage, blablabla, Maternage forcément proximal, cododo. mmh, Et puis en fait, pas je me suis dit: possible. «Bah merde, je suis cassée ou quoi?» Mmh. Tu n'arrives pas à J'arrive dormir. pas avec mes Mmh enfants. mh. Et mais bon, je pense que ouais, j'avais besoin de ça. Puis quand tu as un 2e, c'est vrai que, bah, tu es obligé d'être à peu près, de tenir debout pour ton 1er. C'est pas que tu te dis, bah, ton 1er bébé dort, tu dors aussi, ce qu'on a globalement pas beaucoup fait de toute manière, hein. Mais tu avais cette possibilité-là. Là, quand tu mets le 2e, à la sieste, bah, le 1er il est là. Mmh mh. Il faut jouer au Lego, il faut lire des histoires, donc tu es pas, Pas dormir. voilà. Mmh. Donc nuit un petit peu plus, Ouais, nuit un peu plus hachée fractionnée. et puis du coup Arthur dans les intervalles de dodo des miens de dodo, qui se réveillait tout le temps. Donc pas forcément au moment de ils étaient en chambre partagée? Ils étaient non, Non partagée. non. Donc toi tu dormais à part comment c'était Moi la on disposition de dormait tous les 2 dans le salon. S'était acheté un super canapé lit, couchage, mmh, de tous les jours, pas un truc, où on était mal. pas un Et clic-clac, BZ, voilà, pourri, exactement, un vrai, un convertible? vrai. Il y avait les garçons puisqu'à l'époque du coup, il y avait Noah, Le 1er fils de voilà, ton conjoint? exactement. Donc les garçons étaient ensemble et Margot était, de son OK, côté, OK. pour éviter justement de, réveiller, le 1er, Ce qui au sans final, succès. Alors si, avec succès, parce que du coup, elle ne le réveillait pas. oui, Par mais il contre, se lui, il réveillait faisait quand même? 15 000 cauchemars et tout D'accord ça. et donc plus des réveils, cauchemars? Ouais, beaucoup de réveils cauchemars et moi, il y a des moments où je me souviens aussi d'un soir, un peu le même truc que quand Arthur était tout bébé, où il s'est réveillé, je sais pas, peut-être pour la 8e fois dans la nuit. Et j'y suis allée, mais on aurait dit une possédée, quoi. Mmh. J'y suis allée, je crois, j'ai hurlé, alors que inutile, hein. Bien entendu, tu ne vas pas réconforter ton enfant qui fait un cauchemar la nuit en lui hurlant dessus. Mais j'avais 0 ressources. Mmh. J'avais plus rien. Mmh. J'étais à sec et j'ai hurlé, je sais plus ce que je lui ai dit. Je me souviens que j'étais hyper proche de lui et à un instant de lucidité, je me dis: «Attends, tu fais quoi?» Donc j'ai step back, puis je suis partie me recoucher. En culpabilisant, bien sûr, que je me suis pas rendormie. C'est là qu'on voit que le sommeil, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous. Enfin disons le manque de sommeil. Le sommeil pour eux est compliqué, le manque de sommeil pour nous Mmh. est pour moi une vraie torture. Comment vous répartissiez la gestion du sommeil, des 2 enfants entre toi et ton conjoint? Bah, donc avec Arthur, comme j'étais toute seule, il y avait pas de Ouais. répartition, hein, c'était moi et du coup, quand il revenait le week-end, j'avais énormément de mal à déléguer.
Ok. Puisque j'avais pris mes petites habitudes avec mon nouveau-né la semaine, et du coup, quand il venait, j'avais l'impression que c'était presque un peu un intrus qui venait un peu casser mon rythme sécurisant que je m'étais mis moi pour me dire, ok, si je fais tous les jours les mêmes trucs à la même heure, la nuit va se passer de la même manière. Ça ne marche pas. Et en même temps, t'avais pas tant que ça de réveil. Si t'avais qu'un réveil pendant la nuit, t'as moins le besoin de déléguer que quand vraiment t'avais beaucoup. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est quand même une espèce d'énorme charge, tu vois, la journée et pas faire de bruit et être là après pour l'éveil, sortir les chiens en même temps. C'était un bébé d'été, donc facile. Mais bon, après, vers les 6-7 mois, je me rappelle vers 6-7 mois, il avait eu une grosse régression de dodo. Il dormait quasiment plus la journée pendant quelques mois. Ça m'avait hyper stressée. Je passais des heures à tourner avec mes chiens et lui à marcher dans la neige, les pieds gelés. Et Margot... c'était donc son père qui gérait je vais la chercher, je te la mets au sein, je la change, je la recouche. Et puis lui, il bossait, donc généralement, comme souvent, quand les papas bossent, les mamans. Et voilà, mais je pense que à cette époque-là, quand t'as un jeune enfant et un bébé, en gros, t'es presque tellement fatigué que tu réfléchis plus trop en fait. Tu subis. Voilà. Tu subis, et pareil, elle aussi, je tournais beaucoup pour l'endormir. Qu'est-ce que j'ai marché à cette époque-là, purée? Pour faire des micro-siestes, et puis bien sûr, au moment de le poser, ça rate. Donc la répartition, pas folle, du coup, avec le recul. Je suis en train de réfléchir, je suis à 2 doigts de les appeler pour leur dire... Répartition pas très équitable. pas folle. Tu parlais de sieste, de micro-sieste, et du coup beaucoup de portage pour Margot, avec le fameux porte-bébé qui du coup était bien. Mais bon, pas génial. Suffisant pour... Mais non, parce qu'à l'époque, en plus, j'avais pris un sling, et en fait, j'ai pas du tout adhéré au truc, ni pour elle, ni pour moi. Le sling, c'est bien pour d'appoint. La sling, c'est l'écharpe qui du coup se met que sur une épaule. Donc en fait, si après t'as mal à l'épaule, voilà. Ton bébé est tordu. Si il se passe toute la sieste, c'est pas adapté. C'est pas foufou. Mais avec l'autre, donc ce fameux fidèle-là, il était génial. Et effectivement, elle dormait hyper bien dedans. Elle a jamais été en poussette, elle a jamais voulu être en poussette d'ailleurs, et je l'ai portée hyper longtemps. Je crois jusqu'à ses 3 ans, elle voulait pas sortir de ça. Genre, trop aimé. Moi aussi. Hein. Donc j'aime pas dormir avec mes enfants, par contre j'aime les porter. Tu l'as pas portée pour les siestes jusqu'à 3 ans? Non. Je l'ai utilisé comme moyen de balade, quoi. De transport. De transport, exactement, transport d'enfants. Et pour quelques siestes un peu foirées, mais et énormément au resto. Donc au 8 mois de Margot, on a eu l'idée complètement saugrenue avec son père d'ouvrir un resto où on était donc tous les deux, point. Du coup, on avait des journées où on posait donc Arthur à l'école, qui était en CP. Précision inutile, mais précision tout de même. Et ça donne une idée du rythme, le contexte. Donc 4 jours par semaine, sur des rythmes d'école maternelle. Voilà. Exactement. D'école primaire, pardon, CP, bon voilà, raté. On y était presque. Et donc on arrivait au resto avec Margot, qui était donc en pleine phase d'éveil, puisque réveillée, petit-déj, ok. Donc elle avait 8 mois. Elle avait 8 mois. Et donc, du coup, on faisait toutes les preps pour le service du midi avec elle. Un coup assise sur le plan de travail, un coup en train de... Je me rappelle le nombre de fois où elle m'a déroulé tous les papiers, tous les rouleaux de papier toilette, les rouleaux de caisse, toutes les serviettes en papier. Enfin, elle me foutait un boxon dans le resto, mais bon, en même temps... un enfant. Voilà, il fallait qu'on bosse. Un bébé dans un environnement pas adapté, même s'il y avait plein de jeux pour elle, bien évidemment, mais... elle a envie de jouer avec autre chose. Voilà, c'est beaucoup plus drôle de dérouler des rouleaux de caisse. Et donc, on faisait les preps comme ça. Et puis, déjeuner vers 11h30. Midi, dodo. Donc, ça, c'était royal. Donc, elle dormait à l'étage du resto. Et elle dormait super bien pendant les 2 heures de service du midi. Donc, ça, c'était top. Et c'est là que le fameux fidèle a refait ses preuves souvent, parce que, bien entendu, ça marchait pas tous les jours. Donc, il y avait bien quand même des petits loupés de temps en temps, et fin de service avec Margot dans le dos. Et puis l'après-midi, du coup, on repartait, elle refaisait donc pareil, l'éveil, le temps que tu ranges, petite sieste après à la maison, et le soir, elle restait à la maison. On avait une jeune fille au pair. Donc là, le rythme était ok, et moi j'étais beaucoup de culpabilité de lui imposer un rythme qui était pas vraiment hyper naturel, même si on faisait au mieux pour respecter le sien. Et puis en même temps, un commerce à faire tourner, donc tu fais un peu comme tu peux. Et donc là, son rythme sur la journée, puisque aux alentours de 8 mois, il y a encore, elle faisait encore 3 siestes. Elle avait encore du coup sa sieste du matin à la maison. La sieste du matin. Elle avait plus la sieste du matin. Parce qu'elle se réveillait tard.
OK. Oui, donc en fait, aux alentours de 8 mois, c'est la dernière sieste qui saute. Mais elle, au lieu d'avoir plutôt un rythme sieste du matin, sieste de début d'après-midi, elle se réveillait plus tard. Elle avait sa sieste du midi et une sieste, une petite sieste. Et par contre, elle faisait souvent un petit 6-7. Une petite sieste de fin de journée avant le dîner. Et du coup, ça impactait pas trop le coucher du soir? Eh ben non, elle dormait plutôt bien le soir, couchée vers 21h. Ouais, d'accord. Donc pas hyper, pas tôt, mais voilà, contrairement à Arthur qui était couché à 19h. Du coup, elle se réveillait tard. Elle avait réussi à caler ce rythme plutôt 21h et par contre, elle m'a quand même, au bout de quelques mois, elle m'a quand même fait sauter le fameux 1h du matin qui te détruit complètement. Celui-là, je le trouve terrible. Par contre, elle est très, très, très longtemps, excessivement longtemps. Elle a fait le petit réveil 5h du mat. Et là, c'est tétouillage jusqu'à 7h, quoi. Où elle se rendormait au moment où, bien sûr, il fallait se réveiller. Donc là, elle faisait une espèce de petite sieste du matin, mais du coup, du matin très matinal. Mais ouais, elle tétouillait. Moi, j'avais le sein en feu, parce que j'avais donc toujours qu'un qui marchait. Et c'est ça qui permettait un peu de sauver les fins de nuit de tout le monde, sauf la mienne, la dévotion maternelle. Et donc, ouais, c'était son rythme, qui, au final, lui a super bien été. Et c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, elle a gardé le même truc. Elle se réveille tard le matin, et j'ai jamais pu la coucher à 7h. 7h30, alors qu'Arthur, il mangeait à 7h, 7h30, c'était salut jusqu'au lendemain 10h. Et elle, non. Elle se réveillait. Donc elle est restée sur un rythme couche-tard, elle est née à 4h du mat, en même temps, c'est un enfant de la nuit. Quand tu dis qu'aujourd'hui, quand tu penses au sommeil de tes enfants, tu as cette espèce d'angoisse qui te revient, c'est quelles angoisses, de quelles difficultés qui te revient? L'angoisse de mal dormir. Alors je suis pas une grosse dormeuse, mais ça m'a toujours inquiétée de mal dormir et de pas arriver à gérer le matin. C'est la fragmentation des nuits et le fait de pas arriver à D'ailleurs, je dors toujours mal. Hein. je dors toujours mal. J'ai du mal à parler aussi. Tu dormais déjà mal avant tes enfants? Non. Non. Je dormais bien. Par contre, j'étais couche tôt, lève tôt. Ouais. Et là, je dors mal. J'ai souvent des insomnies où j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Ou si je me réveille, et j'ai des cycles comme ça où je dors super mal. Et puis de toute façon, quand t'es maman, après t'es toujours à l'affût du moindre bruit. Donc c'était ça principalement, la peur de pas assurer le lendemain. Et je pense qu'à l'époque, pour les deux, quand ils étaient bébés, pourtant je suis assez chill, mais j'avais cette espèce de truc dans ma tête de me dire, il faut que ce soit comme ça, il faut qu'ils soient couchés à telle heure, parce que si je dérègle le changement d'heure, pour moi c'était l'angoisse totale. Mais même pas qu'ils allaient être casse-bonbons ou que voilà, c'était l'angoisse de me dire mon planning est décalé d'une heure, ça va foutre en l'air tous les efforts que j'ai fait depuis 6 mois. Les endormissements, ça se passait comment pour Margot? Chiant. Peux-tu nous donner plus de détails? Donc ça résume bien. Chiant. OK. C'était son père qui la couchait principalement sur les jours où on était là. Parce que je rappelle, on avait donc un resto. Donc le soir, ils avaient une jeune fille au père. En fait, c'était une étudiante qui habitait avec nous et pour que les enfants se soient confortables pour eux, qui était un peu comme une grande sœur. Du coup, c'est elle qui gérait. Donc bien évidemment, quand il y a une tierce personne, les endormissements, c'est toujours beaucoup plus simple. Et les soirs où on était là, le rituel, c'était avec papa. Parce que moi, je l'avais beaucoup. Et du coup, le coucher, c'était avec papa. Et donc nickel, c'était petit câlin, petite histoire et endormissement assez facile. Et un jour, c'est pourquoi sûrement je déteste le foot. Un jour, il va avoir un match de foot avec ses potes. Il couche Margot et elle se réveille peut-être une demi-heure après, genre panique à bord de je ne sais quoi. Donc j'y vais. Je la console, machin, je propose... Parce que papa était parti? Parce que papa était parti. Ah, et je me rappelle, c'est ça. C'était les papas qui géraient les dodos, parce que moi, ils sentaient mon lait. Donc du coup, souvent les réveils de nuit, c'était eux qui y allaient une fois qu'ils étaient plus allaités. Parce que sinon, moi, ils me sentaient comme des petits animaux et du coup, on repartait sur les tétés. Et donc ce soir-là, j'y vais, donc je la console, on se calme. Impossible de la recoucher. Et jusqu'à 23h. Et je me suis dit, mais c'est ma fille, je devrais quand même être en capacité de coucher mon enfant. Rien, zéro pointé. Et ça a duré comme ça peut-être 2 mois, où tous les soirs, c'était un enfer absolu. Même avec son père, du coup? Même avec son père. Ok, donc ça a cassé la routine. Ce fameux, voilà, j'ai eu un grain de sable. Et ça a été hyper compliqué de faire machine arrière. Je me rappelle plus comment on a fait. Je crois que ça a fini par passer, en fait, juste. Parce que dans ces cas-là, en vrai, il n'y a pas grand-chose. On avait essayé de mettre une routine, de mettre l'histoire, puis la petite chanson, puis le machin. Je me rappelle encore la chanson, d'ailleurs. Et en fait, il n'y avait rien qui marchait.
C'était genre, elle avait capté dans son cerveau qu'à un moment, son père l'avait couché et puis que son père avait disparu. Et du coup, elle arrêtait pas de se réveiller, checker si on était là, et c'était hyper compliqué. Donc c'était quoi? C'était l'endormissement qui était devenu Ouais. compliqué ou alors, Non, parce alors elle qu'après se le dodo, réveillait, après le dodo, ça allait. OK. Mais c'était vraiment l'endormissement. Tu la mettais dans son lit, elle avait besoin enfin, elle voulait pas lâcher prise, jusqu'à tomber d'épuisement, pour être sûre qu'on soit toujours là, quoi. D'accord. Mais après, je sais que c'est fréquent. Ma belle-sœur m'en avait parlé à un moment où elle m'avait dit: «Oui, il est en régression du sommeil». Je me dis: «Ah bon, ça existe ce truc?» Et Oui, il y a des il voulait régressions plus, qui voilà. sont un peu physiologiques à certains âges, la fameuse angoisse de séparation autour de 8-9 mois où du coup, malgré tout ce que tu peux faire, Oui, enfin, ça, c'est il est vissé à physiologique. toi, mais ça, Voilà. voilà. Et puis tu as à 18 mois rebelote et puis il y a des régressions quand il y a quelque chose qui se passe, soit parce qu'il y a une angoisse, il peut se passer, n'importe quoi dans la vie quotidienne des parents ou de l'enfant Oui, et donc là, vous l'avez interprété assez facilement comme, en fait, papa disparaît quand, oui, après m'avoir couché oui, et c'est du ça, coup, je vais plus aller me coucher, quoi. exactement. Mmh. Et donc c'est passé un peu, Ça me fait de la peine, comme du ça. coup. Ouais, bah, ouais. Ouais, parce que tu as du mal, en fait, quelquefois, à te mettre un peu dans la tête de ton bébé où pour toi, c'est logique. Enfin, il est là, il est Mmh. sorti, il revient. Mmh. Mais en fait, elle, dans sa petite tête de bébé, te dire, «Imagine, je dors et quand je me réveille, mon père est plus là». Quel âge elle avait du coup à ce moment-là? 13-14 mois, un truc comme ça. Ah ouais, à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils se disent? Il part où? Il revient Ouais. quand? Est-ce qu'il Ça reste revient? abstrait, ouais. Oui, c'est ça. «Oh, ma petite belette, elle a eu Mmh. peur». Bon, aujourd'hui, elle va bien. Son père aussi. Et ouais. Et du coup, ça a duré, Ouais, ça a tu duré, dirais 2-3 mois, ouais, tu je dirais disais? bien 2-3 mois, ouais. Et après ça Très long. à Et puis un force beau jour, de oui, réassurance et c'est ça. de À force de voir son père perpétuellement ouais. revenir, elle a dû dire: «Bah, c'est bon, il est là, je peux dormir». Mmh. Voilà, après je pense que le fait qu'elle soit aussi toujours avec nous au resto, elle nous voyait tout le temps. Donc sauf le soir où elle avait bien intégré qu'elle était avec Olga, mais son frère était là, donc c'était OK. Et du coup, tu disais tout à l'heure que pour les réveils nocturnes, alors au début, c'était toi quand elle était allaitée, c'est ça? Ouais. Margot, il allaitait 2 ans. Et comment tu les as vécues ces 2 années de nuit entrecoupées? Parce que du coup, c'est quand même toi qui gérais alors c'est le papa qui, t'amenait Margot, pour, téter et qui l'a ramenée après dans son lit, enfin. Est-ce que vous avez cherché à trouver d'autres solutions et d'autres façons de faire à ce moment-là où vous étiez en mode, Non. on subit et on attend que ça passe? Non, c'est comme ça, tu le sais de toute façon. Moi, je tenais trop à mon allaitement pour, de toute façon faire autre chose. Mmh. Et puis tu sais que c'est comme ça, en fait. Donc ton rythme, c'est ça. Tu sais qu'à un moment, tu inclus dans ton emploi du temps que, bah, tu te réveilles à 5h et que tu fais des petites nuits. Je me souviens qu'on rentrait du resto vers 15h et que ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de m'allonger par terre pour jouer avec Margot ou lui lire une histoire et de m'endormir par terre. Ouais. Mais par terre. Voilà. Là, Ce sur qui le sol derrière témoigne moi. Voilà. de ton état d'épuisement, Mais non, après, je pense que je pense que c'est un peu le lot de tout jeune parent, de toute façon, ou de parents de jeunes enfants, en tout cas. T'es quand même perpétuellement fatigué pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, je garde assez tristement assez peu de souvenirs de. Je me rappelle de l'ambiance prédominante qui était la fatigue, mais j'ai pas un souvenir hyper concret de ces moments-là. tout était flou. Ouais, je sais qu'on allait à la Coulée Verte, un grand parc à côté de la maison pour les non-niçois, parce que bien sûr je vais être écoutée dans le monde entier. Et on allait là-bas et je me souviens que Margot a fait ses premiers pas là-bas, donc je sais que voilà, c'était concret, c'était là. Mais je pense que j'ai occulté beaucoup de trucs dus à la fatigue et à tout ce à quoi tu dois penser quand tu es entrepreneur. Mmh. Tu es dans le jus tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, ça passe vite. Mmh. Est-ce que tu remettais en question tes décisions et tes façons de faire? Est-ce que tu doutais de: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que» Oui. J'ai douté beaucoup, je m'en suis voulu aussi d'être un peu trop, psychorigide sur les horaires et de flipper, de décaler de 5 minutes, ma routine en me disant: «C'est bon, lâche, no stress quoi». Tous les enfants dorment à un moment. Donc oui, je culpabilisais de pas arriver à lâcher prise parce que j'étais consciente de cette espèce de psychorigidité que j'avais, par rapport au sommeil. Et après oui, j'ai remis en question bien sûr parce que tu te dis: «Bah, ça j'ai mal fait, ça ci, ça, pourquoi le coucher là ça marche plus? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça foire? Est-ce que je devrais arrêter d'allaiter comme tout le monde me le dit en me disant que 2 ans, je suis complètement illuminée d'allaiter mon bébé, qui n'est plus un bébé?» alors que si bien sûr c'est toujours nos bébés jusqu'à la fin de leur vie. En même temps, qui ne se remet pas en question en tant que maman? Entre ce que tu entends, ce que Mmh. tu lis, ce que tu essaies de faire, ce que tu fais, ce que tu devrais faire,
C'est compliqué. Puis après, bon, je pense que tu finis par trouver ta petite, le truc qui marche en tout cas, dans ta famille et puis ça va. Juste, puis après tu as des gens qui viennent te demander conseil, tu te dis: «Bon, finalement, j'ai pas tant foiré que ça». Ouais. Oui, quand tu te rends compte qu'en fait, chaque parent, galère à sa façon et Oui. se remet en question à sa façon. Mais on part avec, enfin, on a quand même beaucoup de conseils de nos pas toujours, hein, sollicités, de nos mères, de nos grands-mères qui avaient pas du tout la même manière de faire et qui s'inquiètent ou qui essaient de nous proposer des solutions qui ne marchent pas et tu es coincé entre, ne pas être désagréable avec elles, en même temps, de faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu juges bon pour toi et puis enfin, en gros, de toute façon, moi, entre l'allaitement, le véganisme, le portage, emmailloter mes bébés, j'étais déjà une extraterrestre de base, Mmh. donc j'en ai pris un peu en partie. Forcément, tu allais recevoir des conseils non sollicités. Voilà, exactement. Par contre, l'emmaillotage, très bien. Ça a vachement bien marché pour mes enfants. Durant les premiers mois, du coup? Ouais. Le 1er mois, je dirais. Le premier mois? Ouais. Les Ouais, 2, parce que j'ai fait généralement, à partir du moment où il commence à se retourner, oui, voilà. on évite d'en faire des petites poupées de chiffon Des petits burritos qui et finissent, forcément. mais ouais, le 1er mois, ouais, ça avait pas mal marché, même si au début, j'ai l'impression que c'était un truc, j'avais l'impression de les torturer. Quand ils sont in utero, ils sont dans un bien petite serrés dans leur camisole. espèce de voilà, mini camisole de force. Mais ouais, non, c'est ouais, beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions et puis un beau jour, en fait, tu t'aperçois que, bah, ça va. Ça va. Tes enfants dorment, Mmh. tu tiens debout, t'as survécu. Survécu. Pas forcément vécu tous les jours. Ouais. Beaucoup de jours où t'as survécu. Et toi, tu as l'impression que, tu as retrouvé ton souffle quand? Là, tu disais, il y avait encore ce réveil, 5-7 qui était dur, Ouais. Margot, elle avait aux alentours de 2 ans, c'est ça? Mmh. Elle avait cet entre-deux, entre 5 et 7, ou Ouais. après elle se rendormait, donc Elle se c'était rendormait, hein. Elle prenait sa tétée qui devait durer un quart d'heure et après elle tournait un peu et en fait elle dormait, on va dire à 90%, tu vois? Comme quand ah d'accord. tu sais la Elle dormait tétée en où tétouillant. tu Mmh. OK. hop, tu redors et tu OK. tétouilles un peu toutes les 5 minutes. Ça, je pense que ça s'est arrêté, je dirais, à son entrée à l'école. Où du coup, elle s'est recalée sur un rythme, où je couchais du coup les 2 ensemble, elle mettait plus de temps à s'endormir que son frère, mais à 8h, tout le monde était au lit et puis, bah, après, elle se réveillait, et après pour le coup, elle a switché. C'est-à-dire que encore maintenant, à 8h moins le quart, j'y vais avec un tractopelle pour la réveiller, quoi. D'accord. Ouais. Donc, à l'entrée en école, Ouais. maternelle, donc aux alentours de 3 ans? Ouais. OK. Je dirais que là, ouais, elle a repris un rythme, où elle dormait, de manière plus classique Mmh. et puis après quand elle a arrêté de tétouiller vers 2 ans et demi, quoi. Et donc là, à 3 ans, tu respires? Respire, est-ce que tu respires? Après t'as les autres réveils de, tu malade, tu ci, tu ça, hein. De toute façon, le sommeil Les des enfants, cauchemars, voilà. Arthur a fait des cauchemars très longtemps. ça se manifestait comment et comment tu les gérais? Probablement mal. Pourquoi probablement mal? Moi, Parce que t'étais au bout de ta vie mal et gérer, que ouais, parce que d'accord, j'étais OK. là: «Putain, genre, j'ai Margot qui dort, pourquoi tu te réveilles? Mmh. Quel grand!» Alors, les tout premiers mois de Margot où il dormait donc super mal alors qu'elle, elle dormait, moins mal, où il se réveillait pour, de multiples raisons, ça c'est passé grâce à, une amie qui m'a offert un livre, que j'ai toujours et qui me fait globalement toujours pleurer quand je le relis. Enfin, je le relis moins, hein, parce qu'à 15 ans, je ne lis plus d'histoire. Qui s'appelle «Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive». Et en fait, elle m'a offert ce livre et pourtant Arthur était, comme très souvent les aînés, hyper impatient d'avoir sa petite sœur et cetera. Puis bon, les premiers temps, c'est nouveau, c'est hyper mignon et puis en fait, il comprend vite que du coup, bah, maman est moins dispo, le bébé prend de la place et tout ça. Et même si j'avais l'impression qu'il était hyper tranquille, qu'il était hyper amoureux de sa sœur, que ça se passait bien et tout ça, bah, en fait, je pense que j'ai pas su voir qu'il y avait quand même un petit, Quelque est-ce que chose maman qui va se être jouait. toujours là, quoi? Mmh. Et en fait, j'ai reçu ce livre, j'ai bien entendu pleurer. Je lui ai lu, mais j'ai pleuré et il a pleuré aussi, ce qui OK. du coup m'a encore plus fait pleurer. OK. Donc là, il avait 5 ans? Il avait 5 ans, ouais, 5 ans et demi et je lui dis: «Mais pourquoi tu pleures mon cœur?» Et il m'a dit: «Bah, parce que ça me fait du bien, parce que ce livre, ça me fait du bien de voir une maman qui dit à son enfant qu'elle l'aimera toujours». Il m'a dit: «Parce que moi quelquefois, bah, j'ai peur que tu préfères Margot, que tu m'aimes plus», ça doit me faire chialer et je lui dis: «Bah, enfin, bien sûr mon cœur, tu sais le cœur d'une maman, ça s'agrandit.
tu as été mon amour de ma vie pendant 5 ans mais t'es toujours mon amour de ma vie. Il y a juste un deuxième amour de ma vie. Et en fait, j'avais pas compris que lui-même l'avait pas compris et qu'il était inquiet. Et en fait, avec ce livre, ça a tout apaisé. Ok. Il est redevenu hyper mignon, comme il avait toujours été, beaucoup moins dans toujours un peu chercher le conflit, la confrontation, et ses nuits beaucoup plus Parce qu'il apaisées du cherche coup. le lien. Bah oui, Enfin, c'est ça. généralement, un Voilà. enfant cherche pas le conflit, il vient Donc nous il dire le cherchait, quelque chose, voilà. quoi. Mais sauf que je pense que déjà à l'époque, moi j'en étais pas spécialement consciente. Et puis t'es dans ton Oui, t'es flow dans le jeu tu dans tous dors les pas cas. et voilà. C'est Du coup, facile, enfin entre guillemets, bien sûr, de te dire ah bah oui, c'est bien évident. sûr. Enfin, parfois ça saute aux yeux parce que, mais quand t'as la tête dans le guidon, tu le vois pas. Ouais. Et donc tu lui as dit à ce moment-là et tu lui répétais régulièrement? Bah, le livre, on l'a lu, mais alors on l'a poncé le truc. Ouais. On l'a lu, pas combien de fois, tous les soirs, tous les matins et souvent du coup je lui répétais. Je lui dis mais tu sais mon cœur ça change rien, mais quand je passais trop de temps avec sa sœur parce qu'elle avait un besoin particulier, voilà, j'essayais toujours de lui rappeler ça ne change rien mon amour. Elle me prend du temps, plus de temps qu'à toi parce que c'est un petit bébé qui a besoin de plus de ma présence parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Toi, tu sais, tu es capable de prendre ta douche tout seul. Elle est pas encore capable de le faire. Par contre, tu peux venir m'aider à lui donner. Tu peux venir m'aider à faire ça, si tu as envie. Parce qu'après, c'est pareil, il faut pas non plus qu'il se sente un peu obligé de... Voilà, donc je lui dis, t'es son grand frère et elle va t'admirer toute sa vie et elle t'admire déjà et voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Elle te regarde avec des yeux d'amour, elle attend qu'une chose, c'est que t'arrives, t'es son grand frère, quoi. Comment ils peuvent le comprendre pour nous, c'est tellement évident. Oui. À ce moment-là que l'amour se dédouble et que... C'est pas évident tout de suite, hein. Parce que moi, j'ai eu hyper peur avant d'avoir Margot. Parce que tu sais, quand t'attends... Moi, j'ai pas aimé Arthur tout de suite. Il m'a fallu 1 mois. Ok. Alors, je l'ai aimé parce qu'il était dans mon environnement. Mais je suis rentrée à la maison avec une profonde angoisse et je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de lui? Partout où je vais, il va être là. Je vais plus pouvoir aller au ciné. Enfin, ça y est, ma vie est chamboulée. Alors que t'attends 9 mois, t'attends que ça de le rencontrer. Hein. Puis il est là, tu te dis d'un coup, ah ouais, je suis pas sûre. Et je me rappelle avoir dit à son père, mais je dis, je crois que là, si quelqu'un frappe à la porte et me le demande, je lui donne, quoi. Et c'est terrible de dire ça. Mais c'est vrai. Et en fait, j'en ai parlé après. J'en ai parlé toujours de manière très libre, parce que je me suis dit, en fait, on est plein à culpabiliser, à pas oser en parler, alors qu'en vrai, c'est OK. Et ça a duré 1 mois. Et un jour, je rentre dans sa chambre et puis il m'a esquissé un petit sourire réponse mignon de bébé d'1 mois, quoi. Et il m'a chopé le doigt avec sa main. Et là, j'ai ressenti vraiment, tu sais, l'espèce de tsunami d'amour qui m'a envahie. Je me suis dit, ça y est, j'aime mon bébé. Et ça me fait encore des frissons dans les cheveux de le dire ça. Ça fait 15 ans. Et je lui ai dit que j'allais pas pleurer. Et du coup, quand j'étais enceinte de Margot, je savais que j'allais avoir ce déferlement d'amour. Je savais à quel point j'allais aimer mon bébé, puisque je savais comme j'aimais Arthur. Donc je savais que ça allait être pareil. Et pourtant, j'avais quand même cette petite appréhension de me dire, comment je vais aimer Arthur avec ce nouveau bébé? Est-ce que je vais pas trop aimer ce bébé? On n'aime jamais trop. Et est-ce que je vais aimer ce bébé comme j'aime Arthur? Et du coup, quand elle est née, et ben c'est marrant, j'ai pas eu cette espèce de petit laps de je l'aime sans l'aimer. Et je l'ai aimé tout de suite. Pourtant, je n'aime pas mes enfants de la même manière. Je les aime aussi fort l'un que l'autre, mais pas pareil. Je suis partie hyper loin, parce que c'était pas du tout ça la question de base. On partait des cauchemars d'Arthur Voilà. et de la réassurance de je Ouais. t'aimerai toujours, et parce que c'est un vrai sujet, parce que ça c'est un vrai questionnement de la part de l'aîné, et en même temps c'est un questionnement de la part de la maman aussi. Oui, donc, voilà. Parce qu'on disait que pour nous, c'était très instinctif. De Ouais. se dire bien évidemment qu'on vous aime à la folie. Bien évidemment que ce deuxième bébé, on l'aime autant que le premier. Une fois que c'est établi, c'est hyper instinctif et j'ai moi-même, ça m'a jamais traversé l'esprit de devoir dire à Arthur, je t'aime toujours. Alors qu'effectivement, eux, dans leur petite tête, ils se disent d'un coup, attends, maman est plus dispo, elle passe tout son temps avec ce bébé, elle est énervée, parce que t'es fatiguée, t'es énervée, pour rien. Du coup, je me réveille la nuit parce que je cherche sa présence, c'est les seuls moments où elle dort et où je peux... Ah, c'est ça. Tu vois, c'est les seuls moments où il m'avait pour lui toute seule, en fait. Là, tu réalises. Bonjour, je fais ma thérapie. Voilà, j'ai vraiment finir par chialer. Et donc il captait à ce moment-là. En fait, je pense qu'il captait. Bah oui, en fait. Parce là, que tu le réalises maintenant, ouais, avec le recul, c'est ça. 15 ans Je suis à plus deux tard. doigts de l'appeler, lui dire pardon mon cœur. En fait, c'était ça que tu voulais quand t'étais petit. C'est pour ça que tu m'appelais pendant la nuit quand ta sœur était pas là, quand elle dormait.
C'était le moment où tu pouvais m'avoir toi tout seul parce que tout le reste du temps, elle était là, quoi. Et puis, ouais, bah ouais. Là, j'ai un peu chié, hein, parce que c'est pas vraiment les moments où je l'ai rassuré, tu vois? À 4h du mat, quand ça fait la 8e fois qu'il t'appelle, tu pas vraiment envie d'y aller en mode chier en te disant, tu 5 ans, en fait. Mmh. Tu 5 ans, tu sais dormir. Mmh. Ouais, mais quand tu l'as dit très bien tout à l'heure, t'avais plus de ressources à ce moment-là et t'as fait comme t'as pu. Ah non, il y a des moments, ouais, tu vas piocher au fond, puis à un moment, bah, Au fond, il y a plus rien non plus. rien. Mmh. Voilà. Et donc ce livre, je le mettrai en recommandation de Ah ouais. l'épisode. Mais tellement mignon ce livre en plus. C'est une petite maman, une maman renard et son bébé. Et elle lui dit et son bébé lui dit: «Mais si je cassais tout? Et si j'étais tout le temps énervée? Et si je deviens un cafard? Et si un jour je suis un crocodile, est-ce que tu m'aimerais toujours?» Et elle lui dit à chaque fois: «Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive». Peu importe si tu cries, tu tapes, tu hurles, tu deviens, entre guillemets «méchant», tu ressembles à ça ou t'écoutes rien, bien sûr que je t'aimerai toujours. Tu donnerais quoi comme conseil à une jeune maman? J'ai lu une phrase un jour qui m'a, heurtée par sa criante vérité. Les jours passent lentement et les années passent très vite. Et en fait, le jour où je l'ai lu 2-3 fois et que j'ai compris ce que ça voulait dire, je me suis dit: «Putain, c'est vrai». Pardon pour le putain. C'est, tu l'impression que ta journée dure, 52 heures parfois et que t'attends qu'une chose, c'est que ce soit le soir et que tu les couches, si bien sûr ils s'endorment bien. Et puis en fait, tu chiales à chaque anniversaire parce que tu te dis: «Attends, il s'est déjà passé une année? Il s'est déjà passé 2 ans?» Et là, je me dis: «Moi, mes enfants ont 15 et 10 ans. Où sont passées ces années?» Et pourtant, j'en ai passé des journées terribles à en pleurer de fatigue et du coup, quand je l'ai lu, c'était déjà un peu tard pour moi, on va dire, par rapport à l'âge de mes enfants. Mais je pense qu'il faut garder toujours en tête que, tout passe et que même si tu as l'impression sur le coup que tu vas jamais en sortir et que tu vas jamais redormir et que tu vas, l'allaiter jusqu'à ses 18 ans, non, en fait, il faut juste, se faire un jour après l'autre. Un jour après l'autre et se dire: «OK, j'ai passé cette journée, qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que j'en retire?» Et surtout s'écouter, se faire confiance parce qu'en vrai, même si parfois, ça semble un conseil à la con, on est tellement les mieux placés pour, savoir ce qu'ils ont. Enfin, notre instinct, c'est viscéral. C'est, ce truc-là, tu sais. Tu sais, tu peux pas l'expliquer, mais tu sais que, ton enfant, va comme ci, comme ça, qu'il faut faire comme ça et que même si tu te plantes, c'est pas grave, c'est OK. Et pas s'en vouloir. Même si on s'en voudra. Même si on s'en veut, on s'en est voulu et même je vous dis ça comme conseil et vous allez pas arriver à le faire parce qu'on s'en veut toujours. Mais pourquoi? Parce qu'on les aime à la folie et on veut le mieux pour eux, même quand ils sont grands. Même là, je m'en veux encore pour des trucs. Regarde, maintenant, je vais être capable maintenant, là, de m'en vouloir pour des trucs que j'ai ratés il y a 15 ans. Voilà. Merci Mégane pour cette thérapie. Mais voilà, et puis je me dis au final aujourd'hui, très objectivement, même si je suis leur maman, je sais que j'ai 2 enfants qui sont hyper équilibrés, hyper bien dans leur pompe, et bien sûr que j'ai raté des trucs et bien sûr qu'ils feront sûrement une thérapie parce que j'ai j'ai foiré des choses, mais comme nos parents ont foiré des choses avec nous et on essaie toujours de pas refaire les mêmes erreurs que nos parents, puis on en fait d'autres. Ouais, bien sûr que t'as crié, bien sûr que t'as pété les plombs et Ouais. derrière t'essayes de réparer du mieux que tu Voilà. peux et puis, J'ai crié, ouais. J'ai jamais tapé, j'ai crié, beaucoup, parfois, trop, mais je me suis toujours excusée. En avouant, il faut toujours être hyper honnête avec ses enfants. Par exemple, au moment de ma séparation, je leur ai jamais caché et j'aurais toujours dit: «Là, je pleure parce que c'est comme ça. Je suis désolée les enfants, là, je crie, je suis très en colère. C'est pas contre vous, mais j'ai une colère en moi que j'arrive pas malheureusement à évacuer. Vous êtes là. Donc en fait, c'est vous qui prenez malgré moi parce que je n'arrive pas à faire autrement. Mais je suis désolée. Et je vous aime de tout mon cœur, mais là, je crie sur vous parce que je sais pas quoi faire d'autre». c'est beau cette honnêteté. C'est un peu cru, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui se confient très facilement et pourtant Arthur, qui est donc un ado de 15 ans, très timide et très pudique, il se confie à moi comme, quelquefois d'ailleurs, j'ose même plus parler. Quand il parle, je me dis: «Putain, il va se rendre compte que je suis sa mère». Et en fait, il sait que je suis sa mère, mais il me parle quand même. Et pour moi, c'est ma plus belle victoire de me dire, j'ai tout donné, j'en ai chié, mais l'honnêteté que j'ai eue de poser mes sentiments à eux toujours et de m'excuser des choses et de me confier à eux et ben aujourd'hui, j'ai semé des graines qui ont germé et elles sont belles mes graines. Voilà. C'était, un voyage introspectif très,
Je pensais pas que j'allais faire autant de connexions, de rebrancher les trucs qui manquaient. Maintenant, j'ai l'impression que mon petit puzzle, il est complet. Oui, parce que parfois, avec le recul, on se repenche pas sur tout ça. Enfin, là, en Non. fait, je t'oblige à te repencher dessus, et t'as le recul aujourd'hui. Avant, t'étais dedans et t'avais vraiment les éléments, mais t'avais pas le recul. Et maintenant, t'as le recul, mais du coup, t'es plus dedans. Donc, du coup, il y a pas forcément ce moment dans la vie où, du coup, tu te replonges dans tout ça vraiment consciemment. Et en même temps, t'as tout le recul pour faire ton puzzle, comme tu le dis, et puis reconnecter toutes les pièces. C'est pas les mêmes enjeux. Non, c'était très chouette. Voilà. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles si cet épisode vous a plu et à le partager autour de vous pour qu'il aide d'autres parents. Pour plus d'infos sur le sommeil, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le nom Megan M, MEGA2NE.M. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.